Alors, il se trouve que depuis quelques années, avec Pygmalion, j'ai ce désir un peu ardent de travailler et de débuter une nouvelle aventure sur le répertoire italien. Plusieurs axes m'intéressaient. Le premier, c'était celui de la polychoralité, notamment de la spatialisation, c'est-à-dire toutes ces dimensions autour de la circulation du son, l'espace sonore. Aussi m'intéressait tout simplement, dans l'histoire de la musique, toutes les années que sont celles des moments que j'appellerais un peu de laboratoire, c'est-à-dire tous ces passages, ces moments un peu de transition où tout un tas d'esthètes d'une époque, c'est-à-dire des poètes, des musiciens, s'intéressent à vouloir faire évoluer un langage et en inventer un nouveau. Et évidemment, dans l'histoire de la musique, il y a un moment clé qui est celui de la fin du XVIe siècle, c'est-à-dire, on va dire grossièrement, les années 1570 jusqu'à 1610, et qui vont marquer un pas déterminant dans l'histoire de la musique, qui est celui de l'invention, si on peut dire, ou de la naissance en tout cas, de l'opéra. Parallèlement à ça, un rêve qui est celui de se pencher un jour sur l'Orfeo de Monteverdi. Et comme tout rêve, en tout cas c'est comme ça que je me comporte toujours un tout petit peu avant de préparer un projet, cela débute par des lectures. Et là, la découverte, le choc absolument incroyable de ces opéras qui ont été donnés avant l'Orfeo. On cite souvent l'Orfeo de Monteverdi comme étant le premier opéra de l'histoire de la musique. Alors, c'est relativement vrai dans le sens où l'Orfeo est peut-être le premier grand chef-d'œuvre de l'histoire de la musique, mais il n'est pas le premier opéra. Et de découvrir petit à petit que finalement, tout l'Orfeo, c'est-à-dire tous les ingrédients de l'Orfeo, toutes les forces de l'Orfeo, tous les pics, tous les climax, toutes les idées fondatrices de cet Orfeo étaient déjà présentes chez certains compositeurs, étaient déjà présentes dans l'imaginaire musical et esthétique de cette époque-là, et de ces années, encore une fois, passionnantes que sont celles des années 1580 à 1610, et tout particulièrement dans une cité italienne qui est Florence, où il y a une histoire très particulière à raconter sur Florence et sur cette famille des Médicis qui a régné sur Florence pendant plusieurs siècles et qui a imprimé d'une marque très forte la vie musicale et la vie artistique tout entière de cette cité. Non aveva ancora recato al mondo il dì, e nel suo albergo fuora una donzella scimmiserella e più una notte da gel soffrir non può. Sul pallidetto volto scorgesi il suo dolor, spesso gli venne asciolto un gran sospir dal cor, miserella e più una notte da gel soffrir non può. Si calpestanti finori erravor qua, e suoi perduti amori così piangendo va, miserella e più una notte da gel soffrir non può. Pour le mariage du dernier grand-duc de Florence, qui est Ferdinand de Médicis, et qui va s'unir avec une Française, Christine de Lorraine. Pour ce mariage, par exemple, on va organiser une semaine entière de festivités qui vont mélanger une grande pièce de théâtre, de la musique, de la commedia dell'arte, des démonstrations équestres, la naissance de premières machineries. C'est aussi l'époque où la machinerie de théâtre s'invente. Et pour ce mariage, le moment clé dans l'histoire de l'art et dans l'histoire de la musique, où ces fameux intermèdes, c'était des petits formats, des petites allégories ou des petits drames. Par exemple, un petit intermède sur l'harmonie des sphères, un petit intermède sur les enfers, un petit intermède qui va raconter la fable d'Apollon, petit à petit aussi qui va raconter celle d'Orphée. Et donc des petites histoires, des petits formats qui vont s'intercaler au milieu d'une pièce de théâtre. Et finalement, 1589, c'est le mélange de toutes ces formes dont je vous parlais tout à l'heure, une grande pièce de théâtre qui s'appelle La Pellegrina, d'un certain Bargalli, et où au final, on a totalement oublié la pièce de théâtre, et ce que l'histoire a retenu, ce sont ces petits intermèdes, et leur confrontation avec la machinerie. Et c'est le premier pas vers la représentation dramatique purement musicale et la naissance de l'opéra. Et tout ça
mélangé aussi avec un moment important dans l'histoire de la musique, qui est celui où tout un tas d'esthètes, encore une fois, notamment des poètes et des musiciens, vont former on appelait ça à cette époque-là des camerate, c'est-à-dire des sortes d'académies, où l'on pensait, il a été démontré que malheureusement ce n'était pas vraiment exactement le cas, mais où l'on pensait qu'une grande partie de la tragédie grecque était chantée, était parlée, chantée, était racontée en chantant. Et c'est cette poésie chantée qui sert de modèle et qu'on cherche à recréer en inventant un nouveau langage musical, qui est donc celui du recitar cantando, c'est-à-dire être au plus près des mots et en même temps inventer une musique qui va dépeindre le mot, qui va l'illustrer, mais aussi lui permettre de vraiment dévoiler toute sa densité, toute sa profondeur et donner vraiment donner une âme en musique aux mots. Ce programme est donc construit en 4 volets, en 4 tableaux, donc 4 intermèdes, comme cela se faisait à cette époque-là, que j'ai imaginé un tout petit peu en miroir. Très simplement, un premier tableau à l'Impero d'Amore, qui est lui consacré totalement aux sentiments amoureux, qui sont prédominants à cette époque-là. Et je voulais une sorte de petite mosaïque avec différents modes d'expression, que ce soit le madrigal à plusieurs voix, que ce soit les premières monodies accompagnées, la forme bouffe aussi. Et voilà, donc une première mosaïque amoureuse qui s'oppose, pour finir ce programme, à un grand ballet, qui est le 4e intermède, un ballet donc royal, à destination de notables. Et au milieu de ce programme, je voulais tout simplement opposer et faire entrer en collision, si je puis dire, les 2 grands mythes, les 2 grandes fables, les 2 grandes figures essentielles de cette époque, que sont la figure d'Apollon et la figure d'Orphée. Alors dans cette course un peu mégalomane, si je puis dire, de tous ces ducs qui font la course à celui qui aura le spectacle le plus délirant, on a une grande chance. On a une grande chance qui est que ce grand événement de 1589 dont on parlait tout à l'heure, la Pellegrina, Ferdinand de Médicis était tellement satisfait, tellement fier de la réussite et de la renommée de cet événement qu'il a employé un scribe à noter presque, j'oserais dire, seconde par seconde, c'est un pavé, un véritable pavé, et noter seconde par seconde ce qui s'est passé pendant ces festivités. Et donc on a pour nous aujourd'hui une mine d'informations, d'illustrations absolument délirante et qui permet d'imaginer, de fantasmer aussi sur ce qu'a été cet événement. Il y a une chose centrale dans ce programme, c'est ce que j'appellerais la notion de restitution. C'est-à-dire que ce qui est fascinant avec Monteverdi, c'est que tout est écrit. Ce qu'il nous reste des partitions, par exemple l'Orfeo est un très bon exemple, la réalisation de la partition est extrêmement précise. Ce n'est pas le cas de ces opéras, des extraits d'opéra qui composent ce programme. Les sources qui nous restent, c'est-à-dire les partitions qui nous restent, ne sont pas incomplètes, mais elles ne précisent pas les instruments, elles ne précisent pas les réalisations, elles sont très peu détaillées sur comment cette musique doit sonner. Et donc c'est à nous de rêver, de fantasmer, et donc de restituer, c'est-à-dire de réécrire, de repenser l'instrumentation, éventuellement d'écrire des parties par exemple de viol de gambe, qui sont souvent demandées pour accompagner les chanteurs. C'est aussi d'imaginer parfois un contrepoint entre tous les instruments du continuo. Et c'est aussi, je crois, prendre une certaine liberté par rapport à l'écriture, dont on sent, encore une fois, ces années de laboratoire. C'est-à-dire qu'on sent que cette écriture se cherche. Une musique parfois débordante d'énergie, de fraîcheur, de liesse, et aussi déjà des expressions d'une profondeur, d'une densité, d'une noirceur absolument fascinante. Parce que c'est quand même un moment où
où se côtoient, avant la naissance réelle de l'opéra, où se côtoient encore les grandes formes polyphoniques de la Renaissance, des formes encore un peu archaïques presque de madrigal accompagné par les instruments, et puis de ces premiers petits bouts de monodie, de ces premières scènes vraiment dramatiques d'opéra. Donc on est vraiment dans une espèce de grand moment qu'on pourrait qualifier un peu de flou artistique, où on se cherche, et finalement qui donne naissance à tout un tas de formes d'expression absolument magnifiques et bouleversantes.